Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Washington Forum. Nouveau numéro ce soir avec une émission un petit peu particulière puisque nous avons le plaisir de recevoir en plateau les 3 leaders religieux centrafricains. Près de 10 mois après le début de la transition, le pays est toujours en situation délicate. De vastes régions en Centrafrique échappent toujours au contrôle du faible pouvoir central à Bangui. Pendant ce temps, les 3 leaders religieux continuent de prêcher la paix et la réconciliation dans leur pays. Washington Forum. Comme chaque soir, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Je vous le disais, un numéro exceptionnel de Washington Forum ce soir, puisque nous avons le plaisir d'accueillir en plateau les 3 leaders religieux centrafricains pour évoquer la crise en Centrafrique. À ma droite, je vais saluer évidemment le président de la communauté islamique de Centrafrique, l'imam Omar Kobine Layama. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. À vos côtés, nous avons également le plaisir d'accueillir le président de l'Alliance des évangéliques de Centrafrique. J'ai nommé le pasteur Nicolas Guérékoyam Gbangou. Bonsoir. Nicolas, bonsoir. Et en face de moi, évidemment, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, évidemment, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de Washington Forum. Je le disais, 6 mois après votre première visite sur ce plateau, on est ravis de vous accueillir ici. Avant de vous demander évidemment comment vous allez, on a envie de se poser la question, de vous demander comment va la Centrafrique, votre pays que vous aimez tant et pour lequel évidemment vous prêchez la paix depuis plusieurs mois. Imam, comment va la Centrafrique ? Notre pays, la Centrafrique, depuis le début de la crise jusqu'en ce moment, est comme un bébé qui cherche toujours à se relever, qui essaie de ramper. Et plus tard, le pays va essayer de marcher. Donc ça veut dire qu'il y a encore des problèmes, il y a encore beaucoup de choses à faire pour relever ce pays. Pasteur Gbangou. Les vicissitudes ne nous empêchent pas de continuer notre mission d'entretenir le dialogue entre les populations centrafricaines. En Centrafrique, je dirais que nous sommes encore assis sur des braises parce qu'il suffit parfois d'un moindre événement pour que tout s'embrase et ça montre que nous vivons encore une situation fragile, stationnaire, pour ne pas dire encore limite. Alors messieurs, on va évidemment revenir longuement sur la situation dans votre pays, mais nous allons expliquer à nos téléspectateurs la raison de votre venue ici aux États-Unis, puisque vous avez été nommé par l'ONG Search for Common Ground pour recevoir un prix qui sera décerné cette semaine. Et ce prix est notamment décerné aux personnalités qui œuvrent à la résolution des conflits et qui œuvrent à la paix dans leur pays. Avant de vous entendre par rapport à ce prix, je vous propose d'écouter Mike Jobbins. Il est le directeur du programme Afrique de l'ONG Search for Common Ground. Chaque année, nous reconnaissons les plus grands leaders pour la paix dans le monde. Et donc, auparavant, on a eu Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, le président Jimmy Carter des États-Unis. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur la collaboration interreligieuse dans le monde. Et nous avons trouvé que ces 3 leaders méritent un prix pour reconnaître le courage qu'ils ont démontré non seulement au sein de leur pays, mais également à l'extérieur pour expliquer comment la religion, la tolérance et les valeurs partagées peuvent mettre un cadre dans une société qui est en train de se rétablir après une crise. Voilà Mike Jobbins qui nous expliquait les raisons, évidemment, de ce prix qui vous est décerné. Alors, peut-être, archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix qui a été décerné dans le passé, notamment à Desmond Tutu, l'ancien président américain Jimmy Carter? Je ne peux pas d'emblée m'enorgueillir. C'est plutôt un prix que je veux dédier au peuple centrafricain. Si je suis ici, c'est pour porter la voix des sans-voix. Et si aujourd'hui, on entend la voix des délaissés, des abandonnés, et qu'on veut décerner un prix, ce prix, je le dédie au peuple centrafricain qui continue à vivre le martyre et qui espère un jour vivre la fraternité et retrouver le chemin de la cohésion sociale. Pasteur Gbangou. C'est avec beaucoup d'émotion que je me vois inscrit sur la liste des heureux récipiendaires de ce prix lorsque je sais qu'en janvier de cette année, j'avais laissé ma première fille agonisante
pendant que je voyageais avec mes collègues pour les besoins de la paix en République centrafricaine et qu'après moi, elle a été rappelée auprès du Seigneur, je me dis que c'est une reconnaissance de la mission que le Seigneur m'a confiée. Et cela m'encourage à continuer. Imam Layama. Certes, nous œuvrons pour la paix, car nous sommes des religieux. Nous n'avons pas autre objectif que de chercher la paix. Et que si cet honneur nous est dévolu aujourd'hui, c'est l'honneur de tous ceux qui cherchent la paix, que ce soit dans notre pays ou ailleurs. Donc c'est un symbole pour la paix que nous pensons que tous les Centrafricains vont chercher à avoir cette paix. Alors, messieurs, nous l'avons dit, évidemment, vous prêchez la paix, mais rappelons peut-être, pour ceux qui nous écoutent, la situation actuellement en Centrafrique. Les derniers chiffres du Haut-Commissariat pour les réfugiés sont toujours très inquiétants. 410 000 personnes sont considérées comme des déplacés internes en Centrafrique, dont 60 000 à Bangui, dispersés dans 34 sites de la capitale centrafricaine, et également 420 000 Centrafricains qui ont fui et qui sont toujours à l'étranger. Alors, Pasteur Bangou, ce sont des chiffres qui ont diminué depuis évidemment la forte intervention internationale, mais ce sont toujours des chiffres malheureusement très dramatiques pour les Centrafricains. Oui, je crois que ça devra interpeller tous les acteurs qui s'activent pour la recherche de la paix en République centrafricaine pour dire que le travail n'est pas encore achevé, le parcours est encore long et que nous devons nous impliquer encore davantage dans la recherche de la paix, dans la recherche de la stabilité en République centrafricaine. Ça interpelle aussi les forces internationales en République centrafricaine et les autorités politiques, il faut le dire, pour que tous les efforts soient conjugués au même titre que ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous faisons au quotidien pour comprendre que les Centrafricains sont à la recherche de la paix, mais aussi ils sont à la recherche de ce qu'on appelle la survie. Alors, ce qui explique, Monseigneur Nzapalainga, cette situation, c'est aussi malheureusement l'insécurité persistante en Centrafrique. Il est très difficile, notamment, de sortir le soir dans la capitale centrafricaine. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, la première préoccupation des Centrafricains, où qu'ils se trouvent? Vous avez vu juste, c'est la première préoccupation des Centrafricains, la question de la sécurité. Et si nous-mêmes étions venus ici, aux États-Unis, pour faire un plaidoyer, c'était pour demander à ce qu'il y ait un déploiement des casques bleus pour apporter la protection à des personnes et à des biens. Mais actuellement, nous voyons que ces personnes qui sont venues pour apporter de la protection, ce n'est pas encore au top niveau. Il y a encore des limites, il y a encore des failles. Et nous espérons que la conjugaison des efforts pourra faire à ce qu'on puisse retrouver ce chemin, tout en disant que ce ne sont pas les casques bleus qui apporteront la solution définitive, plutôt les Centrafricains qui doivent être épris de la paix, être en première ligne, être conscients et changer de mentalité, de comportement, de dire que ce pays nous appartient, nous devons nous en approprier, nous devons changer, nous devons cohabiter, nous devons accueillir les autres, nous devons dialoguer. Ce sont voilà les bases fondamentale de la paix qu'on doit poser à travers ce dialogue. Et la question de retrait des armes, la question de sécurité pourra changer, mais c'est nous, Centrafricains, qui devons d'abord commencer à changer notre tête, notre cœur, pour que les autres nous apportent un accompagnement. Et concernant la sécurité, quand Catherine Samba-Panza annonce qu'une unité spéciale des FACA, des forces armées centrafricaines, va justement assurer la sécurité, notamment dans la capitale, aux artères principales. Est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est une réalité sur le terrain? C'est une annonce que nous avons entendue, vous et moi. Maintenant, nous attendons pour voir la réalisation sur le terrain. Étant donné que ce peuple a beaucoup souffert, vous allez dans des quartiers, rapidement parfois certains quartiers sont pris en otage par des groupes, des fractions qui empêchent les populations de sortir en mettant des barricades. Et je pense que si la présidente a fait ce genre d'annonce, ça veut dire qu'elle a pris les dispositions, qu'elle a rassemblé autour d'elle des personnes aux ressources ou des moyens financiers pour pouvoir faire cette annonce. Et nous sommes là en attente de voir la réalisation de cette promesse pour maintenant enclencher et donner le début d'une sécurité
aux Centrafricains qui résident à Bangui. Alors la promesse de la paix, pasteur Bangou, cette mission, la MINUSCA, avec ses effectifs complets de 12 000 hommes, on a la mission européenne qui annonce le prolongement du mandat de sa force jusqu'en mars 2015 dans le pays. Mais cette phrase que je voudrais citer du rapport d'Amnesty International qui estime que la mission internationale n'a pas encore pu arrêter ni prévenir la plupart des violations des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez justement de la situation actuellement, malgré l'arrivée en septembre de cette force onusienne qui a pris le relais de la MISCA? Je crois que ce qui pose problème et qui crée difficulté en ce moment dans l'efficacité du travail de la MINUSCA et de l'effort, y compris Sangaris, c'est qu'il n'y a pas un commandement unique. On ne peut pas continuer dans un contexte assez difficile de sécurité que vit la République centrafricaine, encourager que chacun fasse cavalier seul. Nous avions pensé qu'avec le vote des Nations Unies d'autoriser le déploiement des casques bleus, il allait avoir un commandement unique. Or, on se rend compte qu'en ce moment, EUFOR a aussi son commandement, Sangaris, éparpillé dans le pays, et aussi une partie de Bangui, a aussi son commandement, et maintenant la MINUSCA. Et nous disons que de cette manière, on ne pourra pas apprécier à sa juste valeur le travail qui sera fait sur le terrain. Donc nous estimons, et là nous insistons qu'il y ait un commandement unique pour essayer de juguler tous les efforts qui sont en train d'être déployés afin qu'on puisse espérer un résultat rapide, parce qu'on ne peut pas continuer à entretenir ce climat d'insécurité alors que les populations réclament simplement la paix pour vaquer à leurs occupations. Alors, tout n'est pas noir, évidemment, en Centrafrique. Imam Layama, les musulmans, évidemment, que vous représentez, certains ont déjà commencé à rentrer, évidemment, dans le pays. Est-ce que vraiment, selon vous, on est sur le chemin de la réconciliation? Cette réconciliation se présente déjà à l'horizon. Après les multitudes de formations que nous avons organisées à l'attention de nos compatriotes, et des musulmans aussi, avec l'appui de nos partenaires, les ONG de la place, il y a la cohésion sociale qui tend à revenir. Il y a la confiance qui tend à revenir entre nos communautés. Mais notre inquiétude, c'est le problème que vous avez posé tout à l'heure, le problème de sécurité. Et d'autre part aussi, certains qui reviennent déjà dans le pays, mais ils n'ont pas de toit. Ils n'ont plus de maison. Donc il faut aussi penser comment à les accueillir. Ils doivent dormir ou avec leurs parents. Tout ça, c'est des problèmes, des défis à relever. Alors donc, je crois que sur le problème de la paix, de la confiance, de la cohésion sociale, il n'y a pas un grand problème entre nos communautés, mais sinon, nos communautés sont prises en otage par les groupes armés. Donc, il faut aussi la part de la communauté internationale, comme vient de dire Pasteur, qui est ceux qui s'occupent de ces groupes armés pour les neutraliser, doivent aussi le faire en application des résolutions des Nations Unies. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Amérique. C'est Washington Forum. Restez avec nous. Nous revenons après cette pause. Bien se laver les mains peut vous aider à vous protéger et protéger votre famille de la maladie d'Ebola et aussi d'autres maladies. Ebola est une maladie très grave, mais il est possible de survivre et de guérir avec un traitement médical approprié. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pense avoir cette maladie, il faut aller à l'hôpital tout de suite pour obtenir un traitement. C'est votre meilleure chance de survivre à la maladie et aussi de protéger les gens autour de vous pour qu'ils ne contractent pas la maladie d'Ebola. Ne risquez pas votre vie ou celle de votre famille et de vos proches. Si vous pensez avoir Ebola, allez à l'hôpital tout de suite.
Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. C'est toujours Washington Forum. Et nous avons le plaisir et l'extrême honneur d'avoir sur ce plateau les 3 leaders religieux centrafricains qui sont avec nous. L'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga. Nous avons également avec nous le président de l'Alliance des évangéliques de Centrafrique, le pasteur Bangou. Et nous avons également le plaisir d'avoir le président de la communauté islamique de Centrafrique, l'imam Layama. Alors messieurs, nous parlions évidemment de l'insécurité qui persiste, évidemment, et cette question qui est toujours très sensible pour la Centrafrique concernant la partition du pays, réel ou fantasmé. On a eu récemment le rapport des experts de l'ONU qui continue à insister évidemment sur la présence des ex-Séléka et également des anti-Balaka sur le territoire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand même il y a des parties du territoire, notamment au nord, qui échappent à tout contrôle étatique? L'État a cessé d'exister depuis des années, ce n'est pas maintenant. Nous avons les pans entiers des territoires qui n'étaient plus sous le contrôle de l'État. On avait des groupes qui étaient là et qui géraient ces endroits. Aujourd'hui, vous nous posez cette question. La question que moi-même je me pose, c'est que qui a organisé ce départ vers ces lieux massivement? Je parie que beaucoup de familles qui se retrouvent dans le Nord n'ont pas choisi d'y aller, mais elles sont contraintes pour s'y rendre. Alors, dans ce cas, est-ce qu'elles ont vocation, ces familles-là, à rester là-bas ou elles ont vocation à retrouver leur maison, à retrouver surtout leurs frères? Et nous prônons et nous le disons haut et fort toutes ces familles ont vocation à retrouver leurs frères. Il nous faut créer des conditions. Pour créer des conditions, c'est engager le débat, désamorcer les tensions, la violence, permettre aux uns aux autres de s'exprimer et dire que ton frère, il est ton frère, la religion est un choix que chacun a fait et nous devons respecter les autres. Ce qui nous rassemble tous, le patrimoine commun que Boganda nous a laissé, la terre centrafricaine que nous avons héritée du bon Dieu. Et cette fois-ci, les experts de l'ONU sur la Centrafrique qui appuient, si je peux dire, là où ça fait mal, puisque dans leur rapport, ils pointent le rôle ambigu joué par le Tchad, notamment depuis le retrait de ses soldats, c'était en avril de la MISCA. Votre réaction? Depuis que les troupes tchadiennes se sont retirées de la République centrafricaine, on n'a plus beaucoup entendu parler d'eux. Peut-être qu'ils travaillent dans le silence, dans le noir, comme on le dit vulgairement, mais on n'entend plus parler assez des troupes tchadiennes. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le président tchadien a toujours un rôle à jouer en Afrique centrale. Et pour cela, il faut compter avec lui pour arriver à une résolution définitive de la crise centrafricaine. Et là, c'est la communauté internationale qui doit engager des discussions avec le président tchadien, mais aussi avec les autorités du Sud-Soudan. Parce que les mercenaires qui avaient fait partie de l'ex-Séléka venaient aussi du Soudan. Donc tout ça, c'est une question géopolitique qu'il faut résoudre pour que la République centrafricaine, enfin, retrouve sa quiétude. Alors, retrouver la quiétude, la paix et la réconciliation, c'était la mission de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, plus de 10 mois maintenant après sa prise de pouvoir à Bangui. Question pour tous les trois, qu'est-ce que vous pensez de sa gestion de la transition? Alors, il y a eu évidemment ces élections qui n'auront pas lieu en 2015 et surtout cette gestion, on va le dire, désastreuse de l'affaire du don angolais. Imam Layama, que pensez-vous de la transition de Catherine Samba-Panza? La transition de Catherine Samba-Panza, comme vous le dites, comme les uns aussi pensent, cette transition, le gouvernement même qui a la charge de cette transition, n'a pas une force. Elle n'a pas une force pour s'affirmer, pour vraiment résoudre les problèmes du pays comme cela se doit. Un gouvernement qui n'a ni gendarme, ni police, ni militaire, au niveau sécuritaire, ne pourra rien faire. Si on dit que le gouvernement a sa part dans la sécurisation du pays, il faudrait lui faciliter cette tâche, que la communauté internationale aide ce gouvernement à remettre les forces de sécurité en place, à les équiper. Il y a un problème qui se pose. Sur le plan financier, le gouvernement aussi peine
à payer les fonctionnaires. Et sur l'affaire des Mais 10 millions, par exemple, les- donnés par l'Angola, qu'est-ce que vous les pensez de 10 la gestion millions, et de ces soupçons qui ont porté sur l'utilisation de Ouais, ces les fonds? soupçons, les conseillers nationaux du Parlement de transition se sont prononcés là-dessus. Et il n'y a pas de commission d'enquête. La commission d'enquête a été La repoussée. commission d'enquête a été repoussée. Là, nous ne pouvons pas nous intégrer dans ce problème. Nous ne pouvons pas aussi nous préoccuper du problème, nous substituer aux politiques ni à ceux qui contrôlent la gestion publique. Nous sommes là peut-être pour voir si ça passe bien, on encourage. Si ça ne passe pas bien, nous sommes des conseillers moraux. Alors justement, Monseigneur, est-ce que ça passe bien, justement, cette transition? Cette transition, surtout sur la question que vous avez posée, ayant entendu, ayant aussi regardé, effectivement, si cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, nous condamnons. Cet argent est envoyé pour le peuple centrafricain. Il ne peut pas prendre une autre direction. Donc il faudrait être clair là-dessus. Par contre, si aujourd'hui on regarde l'État ou bien le fonctionnement du gouvernement, on se rend bien compte que c'est un gouvernement qui a des moyens limités, qui dépend essentiellement de l'extérieur, n'arrive même pas à assumer ses fonctions régaliennes. Et comment elle peut dire qu'on est gouvernement? Parfois, c'est gouvernement de nom, mais dans l'effectif, dans l'efficience, il y a des limites que nous sommes en train de voir. Et je pense que, compte tenu de ces situations, la transition, c'est un moment passager et on devait mobiliser toutes nos énergies pour sortir et aller vers les élections que de nous éparpiller pour, on va dire, des bagatelles ou bien encore des recherches des pouvoirs, alors que le moment viendra où on sifflera la fin de la récréation. Tous pourront venir se présenter, mais pour l'instant, toutes les énergies devaient être mobilisées pour que cette transition réussisse. Et nous espérons que ceux qui sont maintenant au pouvoir vont créer les conditions pour que le dialogue puisse avoir lieu. Et nous le disons haut et fort, notre point de vue, en tant que plateforme, c'est que le dialogue commence à la base pour arriver au sommet. Si la communauté internationale, si le gouvernement choisit de commencer le dialogue au sommet, nous laissons ceux qui ont fait ce choix tirer les leçons. Lorsqu'on reproche à la présidente de la transition une certaine lacune, une faiblesse, oui, il y a une faiblesse, mais nous devons quand même dire courageusement que depuis un certain nombre d'années, les autorités centrafricaines n'ont pas les mains libres dans la direction des affaires centrafricaines. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il jouit de la souveraineté alors qu'on lui dicte tout. Moi, je crois que le temps est venu pour que la communauté internationale aide, accompagne effectivement la République centrafricaine, les autorités politiques de la République centrafricaine. Et qui dit accompagnement, dit qu'on sert de conseiller. Et on ne peut pas être conseiller et en même temps se mettre au devant de la scène. C'est vrai, nous avons condamné. Moi, je suis membre du Parlement de transition, du CNT. Nous avons condamné cette mauvaise gestion du don angolais. Mais qu'est-ce qui a empêché la mise en place de la commission d'enquête parlementaire? Mais c'est encore cette même communauté internationale, à travers l'envoyé spécial du médiateur international de la crise centrafricaine, qui est venu dire non, vous faites trop de bruit autour de ça et il faut surseoir à cette enquête parlementaire. Alors, quand c'est comme ça, à qui revient la faute? Est-ce que ce sont les autorités de la transition? Est-ce que c'est le Conseil national de transition qui n'a pas fait son travail? Alors, il faudrait mettre les choses sur plusieurs balances pour reconnaître la part de responsabilité des uns et des autres. Mais nous reconnaissons que l'équipe gouvernementale est en train de battre de l'aile et nous encourageons la présidente de la transition à prendre des décisions courageuses pour faire aboutir cette transition qui n'a que trop duré. Et plus la transition dure, ce sont les Centrafricains qui souffrent parce qu'ils n'ont plus de souffle. Les Centrafricains n'ont plus de souffle. Et nous encourageons la présidente de la transition à prendre ses responsabilités. Alors justement, les Centrafricains n'ont plus de souffle, n'ont plus de sous aussi, puisque la cherté de la vie à Bangui, et notamment dans le reste du pays, est aussi une préoccupation. Vous qui vivez dans la capitale centrafricaine, vous trois d'ailleurs, vous sentez justement cette cherté de la vie, des prix du maïs, des prix du manioc notamment?
Vous savez, ça fait presque 2 ans, 3 ans qu'il n'y a pas eu de campagne agricole, que les Centrafricains n'ont pas cultivé. C'est pour cette raison que dans nos plaidoyers, on avait demandé vraiment que cette population soit vraiment soutenue avec des semences pour pouvoir reprendre la vie, pour éviter la famine qui se pointe déjà à l'horizon avec cette cherté de vie. Avec les barrières illégales érigées par les groupes armés qui empêchent aussi la circulation des biens et des personnes. Tout ça, c'est des problèmes que le Centrafricain est en train de vivre. Alors si vraiment un bon programme de la transition n'est pas établi, des dispositions nécessaires ne sont pas prises pour pouvoir vraiment libérer cette population-là, nous pensons que les enfants vont payer le lourd prix et les femmes, les malades et les vieillards. Alors, nous sommes peut-être bientôt sur le point d'achever cette émission, mais peut-être un dernier commentaire de la part de chacun. Avez-vous le sentiment que la communauté internationale a un petit peu oublié ce qui se passe en Centrafrique? D'autres crises, évidemment, ont lieu dans le monde, mais avez-vous le sentiment que votre pays est toujours aussi soutenu? Commençons par vous, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga. Je pense qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Nous venons de loin et nous avons vu ce que la communauté internationale a apporté et ce que la communauté continue à apporter. Notre rôle, c'est de garder la flamme, de garder l'intérêt, les motivations, pour dire qu'il y a un peuple quelque part au cœur de l'Afrique, République centrafricaine, qui souffre. Il ne faudrait pas l'oublier, il ne faudrait pas le délaisser, il faudrait venir au chevet pour l'aider. Et c'est notre rôle en tant que leader aussi religieux de le faire. Mais je crois que la communauté, elle est aux aguets, il y a plusieurs foyers de tension, mais c'est maintenant aux responsables de garder l'attention et ce que nous, à notre niveau, nous essayons de le faire. Pasteur Bambou. Notre présence aux États-Unis, justement, va dans le sens de remettre encore le baume au cœur de la communauté internationale pour leur dire que la crise centrafricaine n'est pas encore finie et que les Centrafricains attendent toujours l'accompagnement de la communauté internationale. Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas commencer une grande mobilisation et tout d'un coup se relâcher. Et donc nous voulons encourager la communauté internationale à rester au chevet de la République centrafricaine jusqu'à sa guérison parfaite. Imam Layama. C'est pour cette raison aussi nous sommes là pour tout d'abord remercier les autorités américaines et le peuple américain pour ce soutien à la population centrafricaine avec tous les efforts que ce pays a déployés en supportant la plus grande charge de la mission onusienne en Centrafrique. C'est un grand merci pour nous, pour le peuple centrafricain, à l'égard du gouvernement américain et de son peuple. Nous pensons que nous ne pourrons pas oublier ce pays qui est aussi expert beaucoup plus sur les autorités et le peuple américain pour peser de son poids aussi sur les grandes décisions internationales, sur toute la communauté internationale qui s'est mobilisée pour aider ce pays. Nous pensons que les États-Unis pourront aussi vraiment nous aider pour que les choses puissent se dérouler d'une manière parfaite. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous, évidemment, ce soir, ici à Washington, dans ce Washington Forum. Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, merci beaucoup. Merci. Nous allons également remercier le pasteur Bangou. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Merci à vous, Imam Layama. Vous avez toute notre reconnaissance. Et Singila, comme on dit à Bangui. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir sur La Voix de l'Amérique. Nicolas Pinault était avec vous. La semaine prochaine, vous retrouverez Jacques Aristide. I'm Eric Felton from Beyond Category. This is VOA. Follow us online at voanews.com.